Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler évidemment de la guerre en Ukraine et je vais vous parler de cette cinquième phase de la guerre dans laquelle nous allons entrer dans les jours ou les semaines qui viennent et qui sera décisive pour la Russie, pour l'Ukraine et pour l'OTAN. Le 24 février, nous entrerons dans la deuxième année de la guerre en Ukraine. Ce sera donc le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par les Russes. Ce sera aussi très probablement, soit le 24 février, soit dans les jours ou peut-être les quelques semaines qui vont suivre, ce sera le début de la cinquième phase de cette guerre et probablement de sa phase la plus importante. Mais d'abord, revenons un peu en arrière. Rappelez-vous le 24 février. Personne ne croyait à la guerre. Le 23 février, tout le monde va se coucher en disant les choses vont se détendre, il va y avoir une négociation, etc. Et puis le 24 février, quand on se lève, les troupes russes ont franchi la frontière de l'Ukraine et l'ont franchi en masse. On parle de 130 000 hommes, de milliers de chars, de dizaines de milliers de véhicules, etc. Alors quand je dis que personne n'y croyait, c'est un peu exagéré parce que rappelez-vous aussi que les Américains, les services de renseignement américains et anglais, eux, avaient annoncé cette guerre depuis déjà des semaines, quasiment même, on avait annoncé la date, mais en Europe continentale, dans l'Union européenne, on n'y croyait pas, on pensait encore possible que les choses se règlent de manière pacifique et de manière négociée. Alors cette première semaine de la guerre, et même les premiers jours de la guerre, personne n'aurait donné tripette de la possibilité, de la chance que l'Ukraine puisse se défendre, puisse résister au rouleau compresseur russe. On pensait tellement que le pays serait écrasé en quelques jours, si ce n'est quelques heures, que rappelez-vous que les Américains proposent plutôt au président Zelensky de l'évacuer, et Zelensky a eu cette réponse qui restera dans l'histoire. Je ne demande pas un taxi, je demande des munitions, j'ai besoin de munitions. Alors pendant une semaine, on va avoir quand même, une semaine, 15 jours, on va avoir une période qui va être très compliquée, avec aussi ce dont vous vous rappelez sans doute, cette colonne de chars et de véhicules de 65 km qui se rapprochait de Kiev, avec les troupes russes qui entrent dans la banlieue de Kiev le 11 mars. Vraiment là, on voit quasiment le régime s'effondrer. Et cette histoire de convoi d'ailleurs est intéressante, parce qu'à la fin de ce convoi, il y avait des dizaines et des dizaines de véhicules qui amenaient sur place de hauts fonctionnaires, des ingénieurs, des spécialistes, des techniciens russes qui étaient censés prendre la place des Ukrainiens dont le régime serait renversé. Ça disait bien, cette indication, ça disait bien que le but réel de la guerre en Ukraine, sur laquelle Moscou n'a jamais été très très clair, c'était bien non pas de consolider les positions des séparatistes russes dans l'Est, dans le Donbass, mais c'était bien de conquérir Kiev, de renverser le gouvernement, d'écraser ce pays et d'annihiler cette nation pour le neutraliser. Ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi et très vite, le 28 mars... donc un mois et demi, peut-être 30 jours après le début de la guerre, les Russes annoncent que Kiev n'a jamais été leur objectif. Bon, sans commentaire, et qu'ils vont se recentrer sur l'Est, sur le Donbass, et un peu sur le Sud, sur la région de Kherson, Mariupol, etc. On va d'ailleurs assister très rapidement à un retrait de Kiev, à des négociations à Istanbul, mais qui ne donneront rien parce que, manifestement, d'aucun des deux côtés, on ne veut négocier, d'autant plus que les armes occidentales commencent à arriver, un peu timidement, mais elles commencent à arriver en Ukraine et à soutenir l'effort de guerre ukrainien. La deuxième phase de cette guerre ne sera pas marquée par de très grands mouvements. Ce seront des alignements, des reprises de position, des reculs, des avancées des uns et des autres, mais sans réels gains territoriaux. La troisième phase, la plus intéressante, ça va être bien entendu la contre-offensive ukrainienne à partir du mois d'août et jusqu'en septembre, où on va voir des gains très significatifs. Les Ukrainiens, en quelques jours, quelques semaines maximum, vont reprendre à peu près 12 000 km² des territoires conquis dans l'Est par les Russes. Et puis, bien entendu, il va y avoir l'attaque d'abord le 30 septembre, rappelez-vous, sur la place Rouge, rappelez-vous Poutine qui annonce fièrement l'annexion de 4 territoires ukrainiens qui deviennent partie de la Fédération russe et qui explique que sa guerre est une guerre non seulement contre l'Ukraine, mais contre l'OTAN, c'est-à-dire fondamentalement contre nous, contre vous. Parce que nous sommes un ramassis de satanistes, d'extrémistes néo-nazis, d'homosexuels, de drogués, enfin tout ce qui, aux yeux du Kremlin, justifierait assez péniblement cette guerre. Donc, rattachement
annoncé le 30 septembre, et 8 jours plus tard, l'attaque du pont de Crimée par les Ukrainiens, l'attaque du pont de Crimée par les Ukrainiens, et bien entendu, cette baffe, parce que c'est une gifle pour Vladimir Poutine, qui avait lui-même inauguré ce pont qui reliait la Crimée au territoire russe et qui était censé ancrer réellement la Crimée conquise en 2014 dans l'espace russe. Nous allons entrer dans les jours ou peut-être les semaines qui viennent, donc dans cette cinquième phase de la guerre, la plus importante. Alors vous me demanderez pourquoi est-ce que cette phase est la plus importante? Pourquoi est-ce qu'elle est cruciale? D'abord parce qu'au bout d'un an de guerre, les deux belligérants, les Russes d'un côté et les Ukrainiens de l'autre, sont clairement épuisés moralement, physiquement, et doivent ramener des troupes fraîches sur le terrain, même si du côté russe, c'est souvent de la chair à canon. Les Russes vont probablement renvoyer sur l'Ukraine des centaines de milliers de combattants, ceux qui ont été mobilisés au printemps dernier et qui ont été assez rapidement entraînés. Les Ukrainiens, eux, ont moins de réserves, mais peuvent compter quand même sur 200-300 000 soldats en plus. Mais il y a évidemment un déséquilibre de force qui est important. Il y a aussi un épuisement des munitions. Des chiffres extrêmement intéressants ont été révélés ces derniers jours. Les Ukrainiens utilisent chaque jour, écoutez bien ça, les Ukrainiens utilisent 4 000 à 6 000 obus tous les jours. Les Russes, 3 ou 4 fois plus. Mais les Russes ont plus de réserves. Ces obus ukrainiens, ce n'est pas les Ukrainiens qui les fabriquent, c'est nous, c'est l'OTAN qui les livre. Le problème, c'est que l'utilisation de 4 000 à 6 000 obus par jour représente plusieurs fois nos capacités de production de ces obus. Ce qui veut dire qu'on est en déficit, ce qui veut dire que d'une part, on ne va plus être capable d'envoyer le même nombre de munitions en Ukraine sur une très longue durée, et que d'autre part, nous, au cas où ça tournera encore plus mal que ça ne tourne pour le moment, nous sommes en position de faiblesse puisque nos propres arsenaux sont en train de se vider. Le problème pour les Ukrainiens aujourd'hui et pour l'OTAN n'est plus d'avoir de l'armement lourd, il est là, il arrive, il y a les chars César, il y a des centaines de tanks qui vont arriver, il y en a déjà qui sont en Pologne et qui vont passer en Ukraine dans les jours à venir, il y a des centaines de chars lourds qui vont arriver des États-Unis, d'Allemagne, de Pologne, de France dans les semaines qui viennent, au plus tard vers le milieu du printemps. Tout ça permettra aux Ukrainiens de se battre à condition qu'ils aient des munitions, parce qu'un canon sans munitions, ça n'a jamais servi à grand-chose. Lloyd Austin, le secrétaire à la défense américain, a d'ailleurs déclaré, il y a eu une phrase assez significative il y a quelques jours, il déclarait « On va continuer à vous aider, on ne vous lâche pas, parlons aux Ukrainiens, mais on ne peut pas faire n'importe quoi sur la durée ». Ce qui veut dire très clairement, il l'a d'ailleurs précisé, nous souhaitons, nous attendons une offensive ukrainienne massive, importante, cruciale, décisive, qui permettent de repousser les Russes, qui permettent un gain de territoire et qui permettent d'entrer en négociation. Parce que le but fondamental, aujourd'hui tout le monde l'a compris, la victoire ne sera probablement pas militaire. Le but fondamental, c'est ramener les Russes à la table de négociation sur une base acceptable par la partie ukrainienne, puisque c'est la partie ukrainienne que nous défendons. Alors, vous me demanderez... On me le demande souvent, mais vous me demanderez certainement, au fond, pourquoi est-ce que cette guerre est importante pour nous, pour l'Europe de l'Ouest, pour les États-Unis, pour l'OTAN. C'est une histoire entre Ukrainiens et Russes. Malheureusement, c'est un peu plus que ça. D'abord, il y a une question de droit international qui est importante. Ce pourquoi on se bat en Ukraine, ça n'est pas spécialement pour défendre un régime politique, ou qui est aussi corrompu peut-être que le régime russe, c'est pour défendre des principes. Et le premier principe, c'est qu'on ne fait pas de guerre agressive. Le deuxième principe, c'est le respect de la volonté des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Ce n'est pas aux Russes d'expliquer aux Ukrainiens s'ils peuvent ou pas adhérer à l'Union européenne, adhérer à l'OTAN, ou la manière dont ils doivent gouverner leur pays. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si nous n'arrivons pas à fixer les Russes, à les repousser, enfin c'est les Ukrainiens plutôt, puisque c'est une guerre par procuration aussi. Les Russes ont dit eux-mêmes très rapidement, l'ennemi, c'est pas l'Ukraine, c'est l'OTAN. Donc il est temps du côté de l'OTAN qu'on dise bien et clairement à tout le monde que le problème, on n'est pas en train de soutenir l'Ukraine, on se soutient nous-mêmes, nous le défendons nous-mêmes. Nous faisons la guerre pour nous faisons la guerre pour éviter d'être demain face à une Russie qui aurait gagné en Ukraine et qui verrait ses appétits renforcés et qui pourrait peut-être se dire ça va être le tour de la Moldavie, petit pays de 2,5 millions, 3 millions d'habitants, après l'Ukraine on n'en fera qu'une bouchée, et l'appétit venant en mangeant, un jour ce qui se passera, on l'a vu dans les années 30, un jour ce qui se
se passera, c'est que la Russie dira ces pays baltes, au fond, qui sont dans l'OTAN, c'est vrai, mais qui sont peu peuplés, qui sont petits, 1,5 million, 2 millions, 3 millions de personnes. Pourquoi est-ce qu'on ne les ramènerait pas dans notre sein? Puisque le but de la Russie, clairement, on le comprend de plus en plus, c'est à la fois de reconstituer un empire, mais aussi de construire entre la Russie et l'OTAN une base, un espace neutralisé qui sera un espace tampon entre la grande Russie impériale et l'infecte et dangereuse OTAN qui menace sa sécurité et sa survie. Alors cette double offensive, l'offensive russe qui est certaine, et puis l'offensive ukrainienne qui est indispensable et qui est voulue et souhaitée, voulue par les Alliés, parce que sinon on ne pourra pas continuer indéfiniment, on l'a dit, à soutenir Kiev. Comment est-ce qu'elle va tourner? C'est évidemment impossible à dire. La réalité aujourd'hui, elle tient en fait en un constat, en une phrase. Vladimir Poutine ne peut pas se permettre de perdre cette guerre parce que pour lui, ce serait la fin de son rêve, de son rêve impérial et même peut-être sa fin à lui, sa fin politique, sinon sa fin physique. Mais nous, l'Occident, l'OTAN, ne pouvons pas non plus nous permettre que la Russie gagne. Parce que si la Russie gagne, comme je viens de le dire, comme je viens d'essayer de l'expliquer rapidement et schématiquement, ce sera un danger pour l'ensemble de l'Europe, ce sera un danger pour les pays baltes, pour l'Europe centrale, pour nos alliés. Et à un moment ou l'autre, ça tournera très mal et on se trouvera non plus dans une guerre par procuration, mais dans une guerre directe entre l'OTAN et la Russie. Le risque principal, il est là. Il reste bien entendu une alternative, ce serait l'enlisement, ce serait une guerre d'opposition comme en 14-18, qui pourrait durer des années, mais celle-là se solderait par des pertes humaines qui sont incalculables. On est déjà dans des niveaux de pertes qu'on ne connaît pas exactement, mais qui se chiffrent certainement par centaines de milliers. Si on additionne les chiffres russes et ukrainiens, ils ne feraient que se multiplier encore si on allait dans une guerre d'enlisement. Donc, à un moment ou l'autre, il faut sortir de la conflagration, il faut sortir de la confrontation, il faut que l'Ukraine arrive à des gains territoriaux et militaires significatifs, assez significatifs, pour casser l'ambition militaire et impériale russe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de lâcher un pouce bleu pour liker cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la clochette pour être notifié des prochaines vidéos. Laissez-nous vos commentaires, nous adorons ça, surtout quand ils sont courtois et quand ils sont cool. Et bien entendu, partagez cette vidéo.